Eh bien, pour conclure, j'appellerai le docteur Perra qui va nous expliquer brièvement les 3 petites choses à faire pour se protéger contre les épidémies. Docteur Perra de l'Institut supérieur de la santé, épidémiologiste à Rome. Je parlerai très brièvement de ce qui s'est passé et de ce qui peut se passer, en partant de ce que vous venez d'écouter aussi par la voix de le représentant de l'OMS. Vous voyez que à un certain moment de notre histoire, on a eu une grippe qui nous a frappés et c'était très facile de comprendre que tout le monde était plus ou moins frappé. C'est vrai qu'on craignait au début que la pandémie nous aurait frappé très violemment. Et on craignait ça, mais en fait, un petit peu après, on s'est rendu compte que bien qu'il y ait beaucoup de morts quand même, on n'avait pas tellement de raisons pour craindre cela. Mais tout cela avait provoqué une mobilisation que jamais on a vue dans l'histoire des êtres humains, parce que virologie, laboratoire de recherche, l'épidémiologie, la communication aussi, c'était donné beaucoup à faire. Mais il faut se rappeler que la pandémie, c'est une affaire d'abord qui frappe et qui intéresse et qui s'y développe au sein de la communauté. Et par exemple, je voudrais vous montrer très brièvement ce qui c'est le résumé d'une petite étude qui a été faite encore sur la pandémie espagnole. Là où vous voyez que la grippe avait touché la Suisse en plusieurs vagues. Dans un contexte de guerre mondiale, les premiers cas ont été signalés en 1918, aux frontières du pays, puis un village de l'intérieur, Château-d'Œux, que je ne connais pas, mais vous probablement oui. Très rapidement, l'épidémie s'est ensuite propagée dans la population civile. Il est estimé que plus de 50% de la population de Genève a été affectée par la grippe. Vous voyez, c'est une question qui se développe, qui concerne surtout la communauté. Donc, le grand défi, c'est de créer les conditions pour que la communauté soit résiliente, soit résistante à la pandémie. Mais comment est-ce qu'on peut le faire? Bon, on est mal placé en général, hein, parce que, comme vous voyez, on se prépare toujours en apprenant des leçons de la pandémie qui s'est passée, bien qu'on sache que ce qui viendra sera différent et posera différents problèmes. Mais il y a certaines choses qui restent toujours les mêmes et qu'il faut considérer, et qui sont des choses qui concernent exactement la communauté. Évidemment, il y a un certain niveau de chaos dans tout cela, soit dans la préparation de ce qui sont les mesures pour la pandémie, soit aussi dans ce qui est la prise en charge une fois que la pandémie s'est installée. Mais la première chose, certainement, c'est que essentiellement, il faut savoir quoi faire de la part de la communauté pour prévenir ou atténuer la diffusion. Et ici, vous voyez ce qu'il avait été fait pendant l'espagnol. Aux États-Unis, je vous ai fait la tradition ici. Vous voyez dans l'encadré bleu qu'il y a des conseils, des choses qui sont conseillées à la population qui ne sont pas tellement différents de ce qu'on a conseillé pendant la dernière épidémie de grippe. Toutefois, alors comme aujourd'hui, il faut se méfier de certaines informations qui sont données, par exemple, par Internet aussi, et qui nous dépistent de ce qui sont les mesures aptes à faire face à la pandémie. Par exemple, ici, vous voyez, il y avait quelqu'un qui conseillait l'utilisation des oignons, et même, si vous voyez en bas en anglais, à un prix favorable quand même. Ou il y avait le docteur Doyen qui conseillait la mycolizine, qui prévenait, lui disait, la grippe, ou encore la quinine cascar. Donc il faut se méfier, parce qu'aussi aujourd'hui, on a beaucoup d'informations qui sont tout à fait erronées. Mais même les contradictions, les informations erronées qui ont été données pendant la dernière grippe a provoqué une situation que nous devons
en tout cas chercher à modifier. Et vous voyez encadré ce qui c'était en Suisse, par exemple, le pourcentage de la population qui se considérait assez informée par rapport à la grippe, donc le 87%, alors que le 13% se considérait non informé, pas informé. Mais vous voyez aussi le climat de méfiance qui s'était installé à l'époque et qui continue encore vis-à-vis de différentes figures par rapport à l'information reçue. Par exemple, il y avait 13% de la population suisse qui ne considérait pas suffisamment les professionnels de santé. Le 25% ne croyait pas que l'information donnée par les autorités nationales de santé était correcte. 36% les autorités européennes, le média à 169% et 52% presque Internet. Donc ça, c'est un problème très sérieux qu'il faut également tenir en compte pour la prochaine pandémie. En plus, la communauté doit s'organiser pour demander plus de transparence, par exemple. La transparence permet au gouvernement de donner les informations et aussi aux agences gouvernementales de donner des informations qui sont essentielles pour que la communauté se défende. Mais aussi il faut dépasser le principe selon lequel le moins tu sais, le moins tu paniques. Donc, il est suffisant que tu fasses ce que je te conseille et ça ira. Mais encore, c'est important, la participation. Je vous disais que tout se passe au sein de la communauté. Donc, donner, communiquer des mesures sans s'assurer que la communauté soit en mesure de participer dans le conseil qui ont été donnés, ça ne sert presque à rien. Il faut qu'il y ait les conditions pour que la communauté participe activement. Et finalement aussi, c'était important, la collaboration entre les différents secteurs, intersectoriels et multisectoriels. Considérez par exemple l'histoire, encore une fois, ça vient d'une étude qui a été amenée sur ce qui s'est passé pendant l'espagnol. Donc, il y avait des situations différentes en des villes des États-Unis, Saint-Louis et Philadelphie. Et Saint-Louis, ils étaient capables, les gens, avec les institutions et aussi les différents parties de la société, de s'organiser et mettre en place rapidement les mesures d'atténuation de la diffusion de l'épidémie. Et à la fin de l'épidémie, on avait constaté que là où la communauté s'était organisée, le taux de mortalité Saint-Louis par rapport à Philadelphie, c'était la moitié. Donc, il y a aussi une certaine efficacité dans tout cela. La troisième chose qui certainement est très importante, c'est que la communauté doit commencer à comprendre soi-même pour améliorer ce qui c'est la résistance communautaire. La résistance communautaire est aussi conditionnée par la résistance individuelle. Et les deux choses vont ensemble. Donc, il y a des conditions de vulnérabilité, mais aussi des qualités qu'il faut considérer qui sont préexistantes à la pandémie, évidemment, et qui déterminent la capacité de la communauté à entreprendre collectivement les actions pour atténuer l'impact de l'épidémie. L'idée, c'est qu'il faut remettre tous ensemble et dans la même direction, sinon on ne va pas obtenir les résultats qu'on veut. Bon, quels sont les déterminants finalement de la résistance communautaire? Ben, il y en a beaucoup et on peut en discuter beaucoup, mais certainement il faut en considérer, par exemple, la situation socio-économique, qui n'est pas évidemment la même. Aujourd'hui, même en Suisse, on a entendu parler de groupes qui en situation désavantagée, quelque chose comme ça. Oui, il faut considérer le capital social, par exemple, c'est-à-dire la capacité de s'organiser au sein de la société. On utilise comme indicateur, par exemple, le nombre d'associations qu'on a au sein d'une certaine communauté ou d'une section de cette communauté. L'efficacité du système général, le facteur de stress social et surtout la cohésion sociale. C'est vrai qu'il faut avoir le courage
d'aborder ce qui c'est la complexité de la communauté. Quand je dis qu'il faut s'intéresser à ce qui sont le facteur socio-économique, bon, ce n'est pas quelque chose de facile. Et aussi œuvrer pour améliorer, augmenter la cohésion communautaire, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tous et chacun puissent s'engager dans la compréhension de la communauté et de sa complexité. Identifier par exemple les symboles, les valeurs communes et les aspects sociaux utiles à unifier la communauté. Promouvoir l'appartenance à la communauté même. Solliciter ce qui sont les opinion leaders à jouer leur rôle, parce que parfois, ce qu'on a vu dans plusieurs études, ils n'ont pas joué pendant la dernière pandémie de grippe. Organiser aussi facilement des rencontres pour discuter points forts et faibles affectant la résistance communautaire. L'objectif final, c'est de construire cette résistance qui permettra à toute société, en particulier à la communauté européenne, d'être résistante et résiliente vis-à-vis de la prochaine pandémie. Merci pour votre attention.